toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine, votre agenda médical Santé à tout prix. Nous sommes ici dans la grande province de l'Équateur, plus précisément au sud d'Ubangui, dans la ville de Guémena, où nous sommes venus nous rendre compte du fonctionnement de l'hôpital général de référence de Guémena. Comment cet hôpital fonctionne? Comment procède-t-elle pour la prise en charge de malades? Eh bien, vous aurez les réponses tout à l'heure après ceci. Docteur Michel, merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour nous de votre hospitalité, bien sûr, au sein de votre hôpital, qui est l'hôpital général de référence de Guémena. Mais à nos fidèles téléspectateurs, je rappelle quand même que le docteur Michel Kichamba est médecin directeur de l'hôpital général de référence de Guémena. Encore une fois de plus, merci pour l'hospitalité. Merci beaucoup, madame la journaliste. Alors, pour commencer, on aimerait quand même que vous puissiez nous situer un peu cet hôpital général de référence de Guémena pour bien sûr faciliter à nos fidèles téléspectateurs l'accès, surtout pour la population qui nous suit en direct de Guémena. Merci beaucoup. L'hôpital général de référence de Guémena, c'est un hôpital qui se retrouve dans la zone de santé de Guémena. Oui. La division provinciale d'ici d'Ubangui, dans la province d'ici d'Ubangui, bien entendu, au chef-lieu même de la province. Ok. Cet hôpital se trouve dans la commune de Labo, sur l'avenue Mobutu. Bon, étant un hôpital public et vu les quelques années que vous avez fait au sein de cet hôpital, est-ce que vous pouvez nous rappeler la petite historique? Elle date de quand? Question de fixer l'opinion sur l'existence de cette clinique. Ok, bien entendu, l'hôpital de Guémena a été créé en 1953. Oui. D'abord comme dispensaire d'essai. En 1957, il est construit comme hôpital général de référence. Et en 2011, l'hôpital a été réhabilité sur fonds du gouvernement central. Et jusqu'à nos jours, donc, c'est tout ce que peut dire l'historique de cet hôpital. Alors, il compte combien de services d'une manière générale? Ok, comme tout hôpital général de référence, l'hôpital général de Guémena compte 4 services de base. Nous avons la médecine interne, nous avons la chirurgie, nous avons la pédiatrie et la maternité. Nous avons aussi certains services spéciaux, tels que la dentisterie, l'imagerie médicale. Nous avons aussi l'ophtalmologie, qui est au sein de l'hôpital. Donc nous organisons tous ces services. Voilà, elle compte quelle capacité d'accueil, vu bien sûr sa grandeur, puisque nous avons eu le temps de visiter votre centre. Il a quelle capacité d'accueil, surtout pour la pédiatrie, la maternité et la morgue. On ne peut pas s'en passer de la mort. Hein? Ok, l'hôpital de référence de Guémena a au moins 163 lits montés, répartis dans différents services. Nous avons au moins 36 lits en pédiatrie. Nous avons 53 lits en médecine interne. Nous avons 47 lits en chirurgie. Et nous avons une soixantaine de lits à la maternité. Par rapport à sa capacité d'accueil, bien entendu, dont j'ai dit des 63 lits, mais nous organisons aussi un service de triage. Oui. C'est là où nous recevons les malades, nous trions pour certaines orientations dans des services, bien entendu. Donc, du point de vue capacité, il a au moins 163 lits. Alors, parlez-nous un peu du fonctionnement. On sent quand même que c'est un grand service qui a plusieurs départements. Comment est-ce que vous fonctionnez ici en province et surtout ici à Guémena? Ok, l'hôpital a
un comité directeur, Oui. dont je dirige comme médecin directeur. Oui. Nous avons un AG titulaire qui gère tous les autres AG. Nous avons un AG chargé de finances, un AG chargé des statistiques, un AG chargé des personnels, donc tous les AG plutôt, nous les avons. Dans l'ensemble, ils sont au nombre de 9. Oui. À chaque fois, il y a des réunions du comité directeur pour essayer de planifier et donner les orientations sur ce que nous devons faire au sein de l'hôpital. Okay. Mais ce qui est des financements, l'hôpital vit d'abord de ses financements propres. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous faire. Ok, nous produisons. Oui. Et nous avons aussi certaines subsides qui viennent des zones GD Oui. qui nous appuient, à l'exemple de l'ENABEL et des PDCS. Oui. Donc, ce que nous produisons et ce que nous recevons des fois trimestriellement, Oui. des appuis venant des partenaires qui sont passés par le secrétariat général au ministère de la Santé publique. Lorsque nous avons tout ça, il y a des pourcentages bien établis pour chaque catégorie ou pour chaque dépense. Il y a un pourcentage établi pour la paye des agents, il y a un pourcentage pour l'achat des médicaments, il y a un pourcentage pour l'investissement. Donc vraiment des histoires bien ordonnées par rapport à ce que nous recevons. Donc la plus grande partie de ce que nous avons pour notre fonctionnement sort de ce que nous produisons. Voilà comment nous fonctionnons. Alors, nous savons tous qu'en province, les populations n'ont pas le même revenu que dans les grands centres. Alors, comment faites-vous plutôt dans la prise en charge des différents cas que vous recevez chez vous à l'hôpital? Ok. L'avantage que la province a, oui. L'hôpital fonctionne avec une tarification forfaitaire. Ça signifie l'esprit de cette tarification, les plus riches soutiennent les pauvres. Si je donne un exemple, nous demandons 15 000 francs pour presque la grande partie de la prise en charge. Ça signifie la consultation, les laboratoires, les médicaments se retrouvent dans les 15 000. Ça signifie, lorsque quelqu'un paye 15 000, d'office, il bénéficie d'abord de tout ça. Bon, accès aux premiers soins. Accès aux premiers soins. Okay. Alors, s'il est hospitalisé, il y a aussi quelque chose à payer. Par exemple, à la maternité. Quand vous accouchez, et l'hospitalisation, et la maternité, l'accouchement, les tout tourne autour de 25 000 francs. Maintenant, lorsque vous accouchez par césarienne, vous arrivez à 35 000 francs. Et puis ça prouve déjà ça fait déjà que la population ait accès au moins ne fût-ce qu'au premier soin. D'accord. Voilà comment nous... Alors voilà, nous allons rester bien sûr dans la maternité qui est bien sûr un service très important dans un grand hôpital. Avez-vous quelques données en termes de statistiques sur la gestion bien sûr des cas de naissance et ainsi que le fonctionnement de la pédiatrie? Oui. La maternité au moins, oui. Par semaine, nous pouvons avoir 20 accouchés. Oui. Quand les 20 là accouchent, les nouveau-nés qui ont des problèmes, par exemple, de santé, nous avons aussi des endroits prévus pour la prise en charge. Pour ne pas dire que nous avons vraiment un service de néonatologie. Oui. Il y a un semblant de service de néonatologie qui prennent correctement en charge les enfants qui posent des problèmes. Nous avons avec nous des couveuses. S'il y a un cas de prématurité, nous plaçons ces enfants dans des couveuses et nous les prenons en charge correctement. Alors nous l'avons dit dès l'entame de cette émission que nous allons également aborder la situation de la morgue à l'hôpital général de référence. Quel tableau vous faites sur le fonctionnement de ce service? Oui, nous avons une morgue qui a 6 chambres, ça fait 6 frigos où on peut garder des corps. Combien de personnes 6 personnes. Pour une si grande hôpital? Oui. Ça fait 6 personnes qu'on peut garder lorsqu'il y a un problème. Et là aussi, c'est les grands problèmes que nous avons. Okay. Parce qu'actuellement, avec le contexte de Covid-19,
imaginez que les cas, nous ne les souhaitons pas. S'il y a aggravation des cas, c'est que nous pouvons facilement avoir 10, 15. Maintenant, c'est un problème. Imaginez-vous que c'est le médecin directeur qui est décédé du Covid-19. Et quelqu'un aussi de la population meurt du Covid-19. Et que nous avons resté une seule place. Directement, on dira combien le médecin directeur. Alors, comment vous faites pour gérer justement cette carence en termes de nombre de frigos d'accueil pour le cas de décès? La population a-t-il des frais à débourser? On a remarqué que Guémena, l'hôpital, le courant, l'électricité ou soit le courant n'est pas tout le jour. Vous travaillez quand même avec un groupe électrogène, mais non, comment vous arrivez à gérer la conservation de ces corps? De 2018 à 2019, oui. Nous n'avons pas connu beaucoup de problèmes. Parce qu'à l'époque, le gouvernement central nous avait fourni beaucoup de batteries et des panneaux solaires. Presque 30 batteries de bonne qualité et une trentaine aussi de panneaux solaires. Mais il peut arriver qu'avec cette utilisation intense de ces batteries, maintenant là, nous n'avons plus de batteries. Comme vous l'avez dit, nous vivons de ce groupe que vous avez vu là-bas. Mais maintenant, pour garder les corps à la mort de cette fille, la famille doit encore se dépenser pour disposer du carburant qu'on mettrait là-bas pour la conservation du corps qu'ils ont mis à la morgue. À cette fille, la famille est appelée à amener du carburant à chaque fois qu'il dépose un corps à la morgue. Et là, c'est aussi un souci. Parce que cette population qui paraît déjà démunie, oui, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et qui doit, du jour, les jours, si le corps doit faire par exemple 5 jours, dans les 5 jours, il faut 10 litres, parce qu'on doit allumer jour et nuit. Donc c'est ce qui explique parfois la résolution de certaines familles de aussitôt la personne décédée l'enterrer que de majorer les dépenses. Bien entendu, assurément. Et que pouvez-vous, dans ces cas, surtout de cette morgue, quel message vous pouvez justement lancer à toutes les autorités au niveau national? Quel serait votre plaidoyer à propos de ces conditions de travail à la morgue? Ok, notre souci c'est de demander ou d'implorer les autorités dans la mesure du possible, si bien que le Congo est grand, la province de Sud-Oubangue se fait partie du Grand Congo. Oui. Si on pouvait penser à nous trouver d'abord renforcer la capacité de cette morgue-là, c'est si nous pouvons aller même à 20 poches de corps, je crois que ça suffit déjà. Okay. Et dès que nous avons tout ça, qu'ils pensent aussi à l'énergie. Parce que nous ne pouvons pas conserver un corps sans énergie. C'est du point de vue énergie, si soit on peut nous renforcer, comme je l'ai dit tantôt, comme nous l'avons fait, ils l'ont fait plutôt pendant l'année 2018-2019, des batteries. Ici, nous, il fait chaud. C'est une zone tropicale. Ok. Avec l'énergie renouvelable, je crois ça suffit déjà pour que les histoires tournent bien. Donc, si les autorités peuvent penser dans ce sens-là, en tout cas, ça sera le bienvenu et nous serons contents. Même la population sera de plus en plus contente de ça. Alors, pour revenir à la science, on aimerait quand même avoir les statistiques plutôt des différents cas de maladies que vous recevez à chaque période. Nous savons qu'avec les changements de climat, il y a aussi une forte prévalence de certaines maladies sur les autres. Dans le cas de votre hôpital général, quels sont les cas que vous recevez le plus, surtout en cette période qu'on n'oublie pas, liée bien sûr à la pandémie de la COVID-19? Ok, je peux dire comme toute l'Afrique centrale, oui, et les pathologies sont presque les mêmes. Plus souvent, nous avons des pathologies infectieuses. Bien entendu, avec le paludisme comme chef de file. Nous avons des pathologies aussi respiratoires. Il y a aussi de la malnutrition. Plus loin aussi, nous avons certains cas d'AVC. Avec l'arrivée des Chinois, oui, 10 jours au lendemain, 10 jours le jour,
nous avons des accidentés, des cas de fractures. En tout cas, presque, sans oublier les parasitoses intestinales, il y en a toujours. Donc, les palis restent à la tête de l'affiche. D'accord. Alors, docteur, nous aimerions aussi comprendre un peu comment vous faites pour la communication. Nous savons que la majorité de la population vaque souvent à des travaux champêtres. Et comment vous faites, surtout en période de campagne de sensibilisation ou lorsqu'il y a d'autres réformes qui viennent s'installer, comment vous faites pour garder ou soit la proximité que vous avez avec votre population? Vous savez, pendant les sensibilisations, bien lorsqu'il y a à communiquer, on utilise presque tous les canaux de communication. Oui. Il y a les églises que nous utilisons, il y a les radios que nous utilisons, il y a aussi des mobilisateurs, des sensibilisateurs qui passent des crières pour informer la population à une éventuelle réforme, comme vous l'avez dit, ou bien une information capitale à donner à la population. Donc, les différents canaux sont mis en place pour essayer de communiquer avec la population et donner des informations à la population. Et comment se comporte votre population face à ces réformes? Nous savons que les populations qui vivent dans le fin fond ont plus de réticence sur certains sujets, par exemple liés au vaccin, liés par exemple à la distribution des moustiquaires. Comment vous faites pour pallier à ces déficits? Ok, la population, oui, une réticence. Mais c'est question de bien passer les messages. Ok. C'est quand vous voulez parler à quelqu'un qui n'a pas un niveau que vous avez, vous êtes appelé à vous réduire d'abord à son niveau. Vous lui expliquez la quintessence de ce que vous êtes en train de vous voulez faire de lui. Petit à petit, il finira par comprendre. Mais quand vous venez par exemple dans un peuple, chez un peuple plutôt, qui parle, je prends l'exemple Ingala, vous vous mettez par exemple à parler Kikomo, les messages ne passent pas. Il faut d'abord vivre avec eux, les connaître et passer l'information. Et mettre au point de stratégie Voilà. de communication. Vous mettez tout ça, c'est près de la stratégie. population. Par exemple, quand j'arrive dans un village, je sais que je suis nouveau, on ne me connaît pas. M'accepter, c'est pas facile. Il y aura toujours des doutes. C'est à moi qu'il y ait des stratégies. Par exemple, je trouve le chef du village. Je lui explique pourquoi je suis dans son village. Et je lui montre les bienfaits de ce que j'ai amené comme message. Non seulement les bienfaits, il faut dire aussi s'il y a quelque chose qui peut se créer pendant ce que vous êtes en train de dire. Il faut expliquer tout. Lui d'abord va comprendre. C'est à lui maintenant peut-être à commencer à passer les messages. Parce que je ne peux pas arriver dans un village où il y a un chef de village directement. Moi je commence à passer les messages sans que les chefs de village sachent. Il suffit que lui dise, je ne les connais pas. On risque de me confondre. On va avoir des différentes stratégies. Si par les chefs du village, vous pouvez aller dans une église, vous trouvez un pasteur, vous échangez avec lui. Dans la communauté, il y a des leaders communautaires. Des jeunes, il y a des leaders de jeunes. Vous parlez, il y a la notabilité, vous parlez avec la notabilité. Vous leur exposez les motifs de votre visite, ils comprennent et le message peut passer de bouche à l'oreille. Actualité oblige, docteur, vous savez que c'est depuis le 8 mars de l'année passée que la RDC a enregistré son premier cas de Covid-19 qui en est aujourd'hui à plus de 22 000 cas et votre province est concernée par cette crise sanitaire puisque vous en êtes à 11 ou 12 cas de personnes déjà, des cas confirmés. Comment est-ce que vous procédez dans la prise en charge de personnes si bien sûr vous avez déjà connu des cas de Covid-19? Le premier cas même de Covid-19 a été réussi dans mon hôpital, réussi par moi-même, et nous avons fait la prise en charge. Vous savez, la pandémie, oui. Quand les chefs de l'État ont promulgué les décrets sur la pandémie, toutes les provinces ont pris des dispositions. Ça signifie chez nous aussi des dispositions ont été prises. Entre autres, on a créé un comité de riposte. Et ce comité, c'est un comité qui est multisectoriel. Ça signifie chacun sait il s'occupe de quoi. Il y a des gens qui s'occupent de la prévention, il y a des gens qui s'occupent de la mobilisation, sensibilisation,
il y a des comités épidémiologiques, il y a les gens qui s'occupent de la prise en charge, tels que nous sommes dans le comité de prise en charge. Tout ceci nous ont amené ou nous amène, lorsqu'il y a un cas, on sait tel doit faire quoi. Celui-là fait ce qu'il doit faire. Après lui, il sait, moi je m'arrête là-bas, celui-là va commencer d'ici. Ça signifie qu'il y a vraiment un comité bien élaboré, bien organisé pour appliquer la prise en charge de Covid-19. Si vous observez au sein de l'hôpital, vous allez voir, il y a vraiment un pavillon bien clôturé. Lorsqu'il y a un cas de Covid, il n'est pas mélangé dans la population, directement il est amené là-bas. Et quand il arrive là-bas, il y a des gens formés, infirmiers comme médecins, hygiénistes, qui savent comment procéder, comment les prendre en charge et comment où commencer, où finir. Donc en tout cas, tout est organisé. Les gouverneurs de province ayant suivi les messages du chef de l'État, en tout cas, il a tout mis en place pour que les cas de Covid soient pris en charge correctement et en respectant les normes requises pour la prise en charge des cas de Covid-19. Et vous qui êtes tout le temps en contact permanent avec les différentes couches de la population, comment est-ce que ces populations ont bien sûr reçu ces mots d'ordre du chef de l'État concernant la pandémie? N'ont-ils pas eu de réticence comme à Kinshasa par exemple, où certains pensent toujours qu'il n'existe, la Covid-19 n'existe pas? Comment est-ce que votre population a accueilli cette nouvelle épidémie? Bon, la nouvelle était d'abord, c'était un choc dans la population. Quand les gens regardaient la télé, ils voyaient ce qui s'est passé surtout à l'Europe. Maintenant, les gens commençaient à s'imaginer, si l'Europe est à ce niveau-là, ça signifie, imaginez-vous l'Afrique. L'Afrique serait quoi? Donc la population, du coup, au premier coup, ils n'ont pas dit accepter ça. Mais quand la même population a constaté que dans la population, et les messages que les personnels soignants étaient tentés de passer, ils ont constaté qu'il y a... Hier, j'étais avec tel, on me dit il est Covid-19, interné à l'hôpital. Les gens commençaient aussi à comprendre, non. C'est que la maladie existe. Tout au début, nous avions un sérieux problème. Mais aujourd'hui, là, les gens ont vu des gens tomber malades, sortir de l'hôpital guéris, réintégrer dans la population. Ils ont maintenant compris que non, c'est une maladie. Et que vous pouvez en souffrir plutôt. Après, vous pouvez se guérir. Et maintenant, la population commence peut-être à s'associer au comité de riposte. Donc, quelqu'un aussi peut constater un cas suspect, facilement il peut signaler. Des fois, les cas que nous avons, c'est la population qui vient de signaler. Nous avons constaté que les signes dont vous avez fait allusion, nous les avons trouvés chez un tel monsieur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de venir le voir? À ce moment, nous prenons une disposition, nous allons voir et nous ramenons les malades, nous faisons les check-up. Si on trouve... Alors, en tant que médecin, directeur d'un si grand hôpital, quels conseils ou en termes de recommandations, quelles sont les recommandations que vous ferez bien sûr à votre population du Grand Sud Ubangi, puisque généralement il y a des cas qui viennent de l'intérieur qui sont internés chez vous, puisque vous êtes l'hôpital général de référence. Puisque l'occasion vous est donnée au travers de cette caméra de votre magazine Santé à tout prix, j'aimerais quand même que vous puissiez fixer votre caméra et lancer un message de sensibilisation pour ceux peut-être qui n'ont pas encore compris l'ampleur de cette pandémie chez nous en République démocratique du Congo. Sans le respect des gestes barrières, nous n'allons pas tenir. Et que la population accepte aussi que nous n'avons pas intérêt de les tromper. La santé passe avant tout, la santé à tout prix, la santé n'a pas de prix. Nous espérons bien sûr vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre agenda médical.